Eh bien, comme tous les Français, ce matin, je me suis réveillé en découvrant que Fidel Castro était mort et Fidel Castro est arrivé au pouvoir le 1er janvier 1959. C'était pas bien compliqué pour moi de m'en souvenir, c'est mon jour anniversaire. Je suis né le 1er janvier 1959, j'ai 57 ans, ça fait donc 57 ans que Fidel Castro est au pouvoir. Il y a un concert de pleureuses, c'est évident, ce matin. Fidel Castro, grand homme, grand révolutionnaire, qui a bouté dehors les méchants américains, qui avait transformé Cuba en bordel, et Batista a été un dictateur, et d'un seul coup, la liberté est arrivée. Le bien, le mal, on connaît le fonctionnement actuel et contemporain qui invite à ne pas faire d'histoire mais à faire de la morale. On avait donc le choix entre le mal, Batista, et le bien, Fidel Castro. Alors après, le bien, on a vu que c'était pas forcément le bien, mais comme il a représenté le bien un certain temps, on a considéré que finalement on pouvait soutenir cet homme-là presque jusqu'au bout. On a aujourd'hui des Jacques Lang et quelques autres qui nous rappellent que Daniel Mitterrand ceci, tel autre cela, etc. etc. Il n'empêche que Cuba est une dictature, et depuis 1959, pas plus tard, depuis 1959. Euh, j'ai surtout été étonné qu'on puisse avaler à peu près toutes les sornettes qui nous ont été présentées ce matin, c'est-à-dire qu'on nous fait savoir que Fidel Castro est mort, et c'est Raúl Castro, son frère, qui nous le fait savoir, et comme par hasard, il est mort le 25 novembre. Étonnant. Parce que le 25 novembre 1956, c'est le début de la guérilla menée par Castro. Donc ça tombe bien d'un point de vue de la mythologie, d'un point de vue de l'histoire. Voilà un homme qui choisit sa date de mort et qui choisit de mourir très exactement à la date anniversaire des premiers combats qu'il mène pour libérer, comme on dit, son île. Je crois donc qu'il n'est pas mort un 25 novembre, mais qu'on nous a annoncé qu'il était mort ce 25 novembre, et je ne crois pas qu'il va être incinéré dans la journée. J'ai plutôt tendance à croire qu'il a déjà été incinéré, mais qu'on a choisi la date et l'heure pour que ça fasse symbole, symbolique, mythe et mythologie. Et nombre d'individus souscrivent encore à cette mythologie, ce qui est quand même assez sidérant. Alors c'est pas bien grave, on sait très bien qu'il y a pendant la Révolution française des Fouquier-Tinville et des Carrier, mais il y a aussi des Robespierre, mais tout ça c'est la même chose, c'est le même personnage. Il y a aussi d'autres individus qui, pendant les périodes d'occupation, envoient des individus à la torture, donc il faut bien que dans des périodes de démocratie, il y ait aussi des individus dont la nature aurait été celle d'un Fouquier-Tinville puisse aussi se manifester aujourd'hui. Il y en a un nombre considérable. J'estime qu'il n'est pas neutre aujourd'hui de dire de Robespierre qu'il était un personnage extraordinaire et de dire de Fidel Castro qu'il était un personnage extraordinaire. Je n'ai pas de goût pour les dictateurs, ni de droite, ni de gauche, ni de droite, ni de gauche. Un dictateur est un dictateur, et quels que soient les buts qu'il se propose, la libération du prolétariat, et pour Lénine ou Staline par exemple, ou Mao, ou alors la race des seigneurs, l'instauration de la race des seigneurs pour Adolf Hitler, je pense que quel que soit le but proposé, la dictature est une dictature, et que celui qui meurt sait bien qu'il s'agit d'une dictature. Monsieur Mélenchon, candidat au présidentiel, a décidé très tôt, très vite, dès son réveil à 8h36, de faire un tweet. Et je vous le lis parce que c'est assez extraordinaire. Fidèle, fidèle, point d'exclamation. Mais que s'est-il passé avec Fidèle? Demain était une promesse, fidèle, fidèle, point d'exclamation, l'épée de Bolivar marche dans le ciel. Voilà des épées qui marchent dans le ciel. On se demande si Mélenchon n'a pas un peu fumé la moquette. Quand il se pose la question du que s'est-il passé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Fidèle, point d'interrogation? Il est mort. Il est mort, et c'est assez intéressant de voir que Mélenchon souscrit à cette mythologie cubaine, mais on peut comprendre que des gens qui aient subi 57 années de dictature, avec une télévision aux ordres, avec des médias aux ordres qui nous disent qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, qu'il est formidable, fantastique, merveilleux, que tout ce qui s'oppose à Fidel Castro est méchant, que c'est le mal, les États-Unis, etc., etc., on peut comprendre que des gens qui aient vécu pendant plus d'un demi-siècle sous la férule de Fidel Castro aient l'impression qu'il s'agisse d'un dieu, et qu'un dieu est immortel. On ne peut pas imaginer, quand on est cubain depuis toujours, enfin depuis 1959, qu'il puisse y avoir un Cuba sans Fidel Castro, donc Fidel Castro est immortel. Je le comprends, quand sur le Malécon, on interroge des gens aujourd'hui et qu'ils disent « mais je ne peux pas y croire, c'est pas possible, Fidel Castro, mourir, il était grand, tellement fort, il connaissait tellement de médecins, il aurait dû ne pas mourir, je n'y crois pas, etc. » 90 ans,
C'est un âge canonique. On peut mourir en considérant que c'est un peu naturel de mourir et que Jean-Luc Mélenchon, qui n'a même pas l'excuse d'avoir un demi-siècle de propagande derrière lui, de propagande quotidienne, puisse imaginer qu'il n'y a pas de problème quand on meurt à 90 ans, on fait juste ce que la nature exige de nous. C'est assez sidérant. Ce personnage s'en va directement, une fois rasé, lavé, habillé et tout propre, à l'ambassade de Cuba. C'est l'urgence ce matin. Et il se fend d'un commentaire à la télévision où il nous explique, chose habituelle, c'est-à-dire Cuba, la médecine, l'école, etc. Je rappelle que moi je suis allé à Cuba et j'ai quand même vu des chirurgiens qui pour vivre étaient obligés de conduire des taxis et le soir de jouer de la guitare dans des bars. Donc si vraiment la médecine était si grande, je pense qu'un chirurgien pourrait se contenter de son métier de chirurgien, qu'il n'aurait pas besoin de conduire des taxis et de jouer de la guitare dans des bars pour pouvoir vivre à peu près dignement dans un pays qu'on nous présente comme une démocratie. Ceci dit, mythologie, la médecine, la santé, etc. Puis après, l'école. Oui, on va à l'école, mais quand à l'école, on apprend à lire, à écrire et à compter juste pour lire la propagande du régime, je ne suis pas bien sûr que ce soit forcément à mettre au crédit d'un dictateur. Le voilà donc qui intervient à la sortie de l'ambassade de Cuba et qui nous fait savoir que cet homme a été de toutes les luttes, y compris les luttes écologiques. Je trouve ça extraordinaire que Mélenchon parle des luttes écologiques de Fidel Castro. Je ne vois pas où Fidel Castro aurait pu illustrer l'écologie, défendre la nature. Je pense que ça n'a jamais été dans son souci. Mais ce qui est très intéressant avec les hommes politiques, c'est qu'ils pensent toujours à l'élection ou à la réélection. Donc évidemment, Mélenchon n'oublie pas que après avoir, je cherche un mot propre et correct pour dire courtisé, on dira courtisé, les communistes pendant des années, après les avoir jetés au fossé parce qu'il n'en avait plus besoin, aujourd'hui il a besoin des écologistes, donc il est un écologiste, il faut absolument qu'on se persuade désormais qu'il est un écologiste. Il a même donné un entretien à Gala pour nous expliquer qu'il était devenu végétarien et nous donne une petite recette de quinoa, parce que le quinoa c'est bon pour les lecteurs écologistes, et puis il dit qu'il fait effectivement de l'écologie, il ajoute des crevettes véganes probablement, des crevettes végétariennes, mais les crevettes c'est du vivant, donc quand on met du vivant dans une salade végétarienne, c'est qu'elle n'est pas vraiment végétarienne, mais une salade végétarienne avec du vivant, ça ne doit pas gêner Mélenchon qui est doué pour la dialectique. Il fait un second texto, 10h21 en nous disant que ceci, à la mémoire de Fidel, fleurs et bougies, 18h à Paris, au pied de la statue de Simon Bolivar. Et bien voilà, Mélenchon souscrit aujourd'hui aux hommages, et aux hommages de fleurs et aux hommages de bougies, pour ce personnage qui a quand même été un nabab qui vivait comme un prince des monarchies pétrolières. Il faut savoir un petit peu ce qu'a quand même été la vie privée de Fidel Castro, et rien ne manquait à la table de Fidel Castro. Il y a des gens qui ont raconté très précisément comment il vivait de manière somptuaire avec des gens qui le servaient au quotidien en livrets, gants blancs, etc. Moi je veux bien que ces choses aient lieu si le peuple a à manger. J'ai souvenir tout de même, et le diable est dans les détails, et quand je suis allé à Cuba, de nombreuses choses, je pourrais expliquer. J'avais loué une voiture, on m'a volé la voiture, finalement c'était la boîte de location qui volait les voitures qu'elle louait elle-même pour pouvoir les récupérer ensuite après avoir fait une escroquerie à l'assurance qui leur permettait de vivre. Tout ça évidemment c'était des boîtes d'État, donc on voit bien comment l'économie pouvait fonctionner. Et j'y étais allé pour une biennale d'art contemporain, pour voir un certain nombre d'artistes, j'ai visité quelques ateliers à cette époque-là. Et les gens qui m'ont invité s'étonnaient, m'ont posé la question le lendemain matin quand on s'est retrouvés en me disant alors le petit déjeuner, l'hôtel, comment ça va, etc. Tu as eu du beurre? J'ai dit comment ça j'ai eu du beurre? Tu as eu du beurre à ton petit déjeuner? Je dis oui j'ai eu du beurre, pourquoi? On m'a dit c'est une denrée rare à Cuba. Et comme effectivement j'étais sidéré, j'ai dit mais comment est-ce que le beurre peut être une denrée rare à Cuba? Je veux dire quand on a le pouvoir, les pleins pouvoirs, la totalité des pouvoirs, qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Comment peut-on faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de beurre sur la table du quidam? Je ne parle même pas du quidam, puisque moi j'étais un occidental dans un hôtel réservé probablement aux occidentaux. On imagine qu'effectivement le beurre n'existait pas à Cuba, puisqu'on faisait savoir que c'était une denrée rare. Je dis mais vous ne pouvez pas avoir des vaches pour avoir du lait de façon à faire du beurre, de sorte que ce beurre soit sur la table de la totalité des Cubains? En plus de 50 années de pouvoir, ça n'était pas possible ou ça n'est pas pensable. Et on m'a répondu
C'est à cause du blocus américain. Et le blocus a bon dos. Je lutte contre les mythes et contre tous les mythes, donc je pense que les États-Unis sont coupables de ce dont ils sont coupables, mais qu'ils ne sont pas coupables de ce dont ils ne sont pas coupables. Et je veux bien imaginer qu'il y ait des culpabilités américaines. C'est un autre débat, on peut l'ouvrir, et je ne suis pas contre le fait qu'on puisse l'ouvrir. Je l'ai déjà plusieurs fois ouvert en faisant savoir que les Américains sont arrivés le 6 juin 1944 en Normandie, avec une opération qui s'appelait Overlord, ce qui en français veut dire suzerain, et qu'il y avait donc un désir pour les Américains de vassaliser la France. Ça, ce sont des choses pour montrer que je ne suis pas un suppôt ou un défenseur absolu des États-Unis. Parenthèse fermée, juste pour dire que le blocus a bon dos. Je pense que un dictateur qui ne donne pas du beurre à son peuple est un dictateur. Et voilà pourquoi, quand Jean-Luc Mélenchon nous dit que Cuba n'est pas une dictature, eh bien, j'ai des craintes. Sale temps pour la démocratie, sale temps pour la liberté.